Bonsoir. Donc, avant de prendre la parole, juste 2-3 minutes pour compléter la présentation. J'insiste sur un fait, c'est qu'avant de travailler sur les sujets de mutation économique, sociétale et environnementale, je me suis d'abord passionné pour la bourse et les marchés financiers. Deux mondes totalement différents, mais c'est ce qui m'amène aujourd'hui à avoir un discours à la fois économique, écologique et historique, parce que je connais bien la finance et je connais bien le capitalisme, comme l'a décrit Luc Ferry. Et puis, parallèlement à ça, j'ai été journaliste, mais ça c'est le passé. Donc j'ai travaillé pour le Figaro, BFM, Bloomberg, j'écris encore un peu pour Le Monde. Mais tout ça pour moi c'est fini. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de m'impliquer dans cette évolution et d'essayer de voir dans quelle manière ces innovations peuvent changer le monde et le rendre soutenable. Et parallèlement à ça, j'ai créé 5 entreprises, dont 2 échecs. Et j'en suis très fier parce que ça m'a permis de comprendre que toute innovation n'est pas bonne. Voilà. Donc, pour aller dans le sens de Luc Ferry, je vous ai mis, voilà, il y a les slides derrière, je vous ai mis une petite gravure, c'est la Renaissance. Parce que, effectivement, comme l'a dit Luc Ferry à juste titre, on ne vit pas une crise, on vit une mutation extrêmement profonde, comme il y en a peu dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu le néolithique qui a été une grande rupture fondamentale due à l'invention de l'agriculture. Il y en a eu d'autres. Et la période qui me paraît la plus intéressante par rapport à mes derniers travaux, c'est la Renaissance. Pourquoi ? Parce que la Renaissance, c'est une période durant laquelle ça bouillonne. C'est la créativité dans tous les sens, c'est l'innovation dans tous les sens, et en même temps, c'est aussi des destructions, bien sûr. Et je vous rappelle que les contemporains de la Renaissance pensaient vivre une crise. Et aujourd'hui, avec le recul, on ne vivait pas une crise. Ils vivaient une grande mutation où tout a changé. Alors pourquoi une renaissance ? Alors je vous épargne toute la partie, je suis habituellement sur les limites de notre modèle, pour ceux qui me connaissent. Je vais aller directement à la renaissance, puisque j'ai que 20 minutes. On vit une renaissance, là je me suis appuyé sur les travaux de René Raymond, qui est un historien français, qui a décrit qu'est-ce qu'une renaissance en 5 points, et un 6e l'inflation que je n'ai pas abordé, mais 5 points majeurs qui permettent de dire qu'est-ce qu'une renaissance. Et en fait, quand on regarde la période actuelle, celle dans laquelle on est depuis une trentaine d'années maintenant, on se rend compte qu'il y a énormément de créativité. Luc Ferry en a parlé, des innovations, il en existe tous les jours. Et des Léonard de Vinci en puissance, ils sont moins connus, mais partout à travers le monde, que ce soit en Chine, aux États-Unis. Je vous rappelle que Google n'existait pas il y a 15 ans, que Facebook n'existait pas, que Amazon n'existait pas, que Twitter n'existait pas. Et tout ça est né en quelques années, grâce ou à cause, selon le côté duquel on se met, des jeunes qui ont inventé quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, comme sous la Renaissance italienne, ça fusionne, ça bouillonne, que ce soit dans le photovoltaïque, dans les énergies propres, dans la communication, les télécommunications, dans la façon de penser, je vais venir après, ça bouillonne dans tous les sens. Et à tel point qu'on voit apparaître des gens comme Google, qui sont très décriés en France, parce qu'en France, on a quand même cette caractéristique, c'est de critiquer ce qui marche bien. Et Google, ça marche. Oui, ça fait peur, Google, Big Brother, etc. Mais c'est tout un débat. Je vous rappelle que Google, il vous suffit de fermer la fenêtre, et déjà, ils ont beaucoup moins de pouvoir. Donc, on a aussi la main sur Google. Néanmoins, sans faire l'apologie de Google, moi, ce qui me passionne dans cette entreprise, c'est qu'en l'espace de quelques années, ils sont passés de l'informatique à la voiture sans chauffeur, à la lentille, aujourd'hui oculaire, avec des capteurs électroniques qui permettront de calculer votre taux d'insuline, votre taux de diabète, votre taux de fer, de magnésium, etc. Ils mettent le pied dans la médecine, via les nanotechnologies notamment. C'est énorme ce qu'ils sont en train de faire, ils ne s'interdisent rien. C'est Essilor qui aurait dû inventer cette lentille, c'est pas Google. Qui aurait dû inventer la voiture sans chauffeur? C'est General Motors, c'est Audi, BMW, Volkswagen, Renault, Peugeot peut-être. Qui aurait dû inventer la livraison sans colis avec des petits drones, la livraison de colis avec des petits drones qui vont se poser devant votre porte, qui vont lâcher le livre et qui vont rentrer au hangar charger un autre livre? C'est UPS qui aurait dû inventer ça aux États-Unis. Une entreprise qui a presque 2 siècles. Non, c'est un gamin en culotte courte qui est en train de casser tous les codes de l'innovation. Et pour montrer à quel point ces gens sont fous, mais fous dans le bon sens du terme, une folie sans limite, c'est qu'aujourd'hui, après avoir photographié et fait du big data sur toutes les avenues, les rues qui composent notre société occidentale, ils sont en train de photographier le désert avec des chameaux. Quand j'ai vu ça l'autre jour, j'ai dit mais ils sont vraiment complètement fous, parce que quel chef d'entreprise raisonnable investirait dans des chameaux et des dromadaires avec des caméras pour aller prendre des photos partout dans les dunes? Et ils l'ont fait. C'est énorme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que Google, il y a aussi Apple, dont on a beaucoup parlé de l'iPhone, et Apple franchit également une nouvelle étape. Ces gens-là ne s'interdisent rien, ils n'ont aucune limite intellectuelle, ils explorent, ce sont les nouveaux explorateurs de la Renaissance, ils explorent aujourd'hui le paiement bancaire sans contact par l'iPhone. Ça démarre très fort aux États-Unis, ils comptent se développer très fort en Asie prochainement, et ça en dit long sur l'avenir des banques en France et en Europe. Aurons-nous encore besoin d'une banque dans 15 ou 20 ans? J'en suis pas sûr du tout. Donc je vais totalement dans le sens de ce qui a été présenté. Deuxième facteur de renaissance, c'est la violence. Alors là, on n'est pas dans l'innovation, parce que ça, c'est vieux comme le monde. La violence a été très présente durant cette période extraordinaire en innovation.
La violence, la nuit de la Saint-Barthélemy, je vous renvoie à ce qui s'est passé sur le continent européen, notamment en France. La violence, c'est l'esclavage à taille industrielle, on va dire, parce que l'esclavage était très usité jusqu'au XVIIIe siècle, mais là, on en a, habitant Nantes, vous avez comme le mémorial où il y a 27 000 bateaux gravés dans le sol, c'est quand même colossal ce qu'on a fait. Et puis la Renaissance, aussi l'extermination des Amérindiens, un des plus grands génocides dont personne ne parle, puisque beaucoup d'hommes et de femmes ont été passés au fil de l'épée espagnole. Et aujourd'hui, on vit une période violente, 2001, les attentats du 11 septembre bien sûr, et tous les conflits qui, depuis l'intervention des Américains en Irak, se multiplient, se succèdent. Nous sommes à nouveau rentrés dans une zone de conflit et ça va durer. Ça ne remet pas en cause cette formidable innovation et cette formidable rupture qu'on entend vivre au niveau de la société humaine. C'est deux choses qu'il faut penser ensemble et qui ne sont pas contradictoires. Troisième facteur de renaissance, c'est la diffusion de la connaissance. Comme l'a dit Luc Ferry, l'imprimante mécanisée a révolutionné notre façon de penser, a permis de diffuser la connaissance, de diffuser des livres et donc de faire émerger des philosophes, les faire connaître du grand public et d'arriver à Diderot, l'encyclopédie, puis la déclaration des droits de l'homme, etc., etc. Et sûrement la première révolution industrielle. Aujourd'hui, on a à nouveau une grande révolution en matière de diffusion de la connaissance. C'est les réseaux, c'est les smartphones, c'est les tablettes. Je ne vais pas revenir dessus, on en a beaucoup parlé, mais c'est colossal. Effectivement, comme l'a dit Luc Ferry, ce qu'on tient dans la main, c'est un deuxième cerveau. C'est la connaissance de l'humanité. Ça nous permet d'être tous connectés et l'information circule à la vitesse de la lumière, qui rend obsolète la précédente, mais qui permet aussi d'enrichir toute innovation majeure qui, dans l'instant, est enrichie en open source par des jeunes et des moins jeunes à travers le monde. C'est colossal comme révolution et ça va changer nos vies. Nous sommes à la préhistoire de cette révolution. Et dans cette révolution technologique majeure qui est en train de changer la face du monde, on a des comportements qui peuvent être mal appréciés. Je passe rapidement. Airbnb, Uber pour les taxis. WeCar, vous pouvez louer en direct à des particuliers des véhicules sans passer par Europcar, Hertz, etc. Zilloc, où il est inutile d'aller acheter un bien de consommation, un outil de jardinage ou un outil ménager, puisque vous allez louer pour 5 heures ou 2 heures à Quimper en cherchant sur Zilloc qui peut vous prêter sa tondeuse. Ces gens-là sont souvent considérés comme des barbares. On les appelle les nouveaux barbares. Les barbares qui sont venus piller un Rome affaibli, une Rome affaiblie, très affaiblie, l'Empire romain affaibli, et les barbares déferlent. Aujourd'hui, on a un capitalisme occidental extrêmement affaibli, puisque malgré 5 000 milliards de dollars injectés dans les circuits financiers depuis 2008, la reprise n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Les barbares débarquent, ces barbares, ils vont tout casser, et ce sont des ultra-libéraux. Ils n'ont aucune règle, aucune limite, aucune règle. Ils sont beaucoup plus libéraux que les libéraux. À tel point qu'ils remettent en cause toutes les règles qui sont établies depuis 2 siècles dans notre système actuel. Mais ces gens-là, néanmoins, nous ont ouvert une porte. Et cette porte, c'est la porte de l'économie collaborative, de l'économie du partage. Ils nous ouvrent la porte à des nouveaux comportements qui, ceux-là, sont plus vertueux. C'est-à-dire que les barbares cassent, détruisent, inventent, mais ils ouvrent la porte derrière eux, ils traînent comme une comète, il y a une queue qui traîne derrière, et cette queue, c'est les makers, c'est ceux qui inventent le monde de demain, comment ils innovent dans des Fab Labs, dans des entreprises, on recrée des ateliers d'innovation, de créativité, et ces Fab Labs, ils permettent de déboucher sur des innovations majeures, que ce soit l'imprimante 3D par exemple, qui est très utilisée dans les Fab Labs, et qui permet, à titre d'exemple en Chine, j'ai trouvé ça il y a quelques semaines, où une maison est fabriquée en l'espace d'une journée pour 3 500 € avec des buses, c'est pas une imprimante 3D de petite taille, c'est une grosse buse qui répand un enduit, et dans la journée, les structures de votre maison sont montées, tout ça pour 3 500 €. Et ça, c'est des innovations qui sont nées de l'open source, et ça veut dire que ça remet en cause cette grande vague d'innovation, une idéologie très ancrée en Europe, notamment, qui est celle de la propriété privée. Puisque jusqu'ici, quelqu'un qui a inventé quelque chose, il avait des copyrights, il avait des droits d'auteur, c'était l'inventeur, c'est à lui qu'appartenait cette innovation. Et aujourd'hui, ces gens dans les Fab Labs, qui détient l'innovation? Quand vous êtes 30 à travailler sur la même idée, et qu'en plus vous êtes connectés au monde entier, et que des ingénieurs ou des particuliers enrichissent votre idée à travers le monde, en temps réel, la nuit, etc., l'idée, elle n'appartient pas à une personne, elle appartient à une communauté de makers, de créateurs, ce qu'on appelle des Creative Commons. On passe à la licence collaborative. Et ça va changer aussi la face de l'économie. C'est que le droit de propriété, le copyright et le droit à l'innovation individuelle va sûrement voler en éclats. On va passer à une innovation collaborative, collective, beaucoup plus latérale. Troisième facteur de renaissance, c'est la dimension géographique. Remettez-vous dans la tête d'un homme de la Renaissance. Au XIVe siècle, l'Europe, enfin le monde dans sa tête, c'est l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Et tout ce qui est autour, c'est de l'eau et les bateaux risquent de tomber. On ne s'y hasarde pas, c'est trop dangereux. Donc le monde est extrêmement petit. Et puis, par le hasard, on a un Christophe Colomb qui tombe aux Antilles, puis après des successeurs, des nouveaux explorateurs qui découvrent les Amériques. Et que se passe-t-il? On découvre que ce monde qui était tout petit, finalement immense. Et c'est colossal dans la tête d'un contemporain de la Renaissance. C'est un afflux de richesse colossal. C'est du maïs, des tomates, de l'or, qu'on a ramené beaucoup d'or, d'où l'inflation durant la Renaissance. C'est colossal. On passe
d'un monde petit à un monde immense. Et le parallèle que je fais avec la Renaissance, c'est qu'aujourd'hui, on passe d'un monde immense à un monde extrêmement petit. Parce que nous avons un facteur démographique qui réduit la taille de cette Terre. C'est 7 milliards d'habitants sur la même planète, avec 80% des ressources fossiles qui ont déjà été exploitées. Donc ça m'a amené tout à l'heure à l'économie circulaire. On a un problème de ressources. Autant au XIVe, XVe siècle, on découvre l'immensité du monde, et c'est encore dans nos gènes, dans notre façon de penser, c'est inconscient, on pense que le monde est immense. Au XXIe siècle, on va découvrir la finitude, la petite taille de cette planète, et d'où la nécessité de penser autrement l'économie et notre rapport à la nature également. Et la Renaissance, eh bien, c'est donc cette nouvelle appréhension des ressources qui sont infinies, et aujourd'hui, cette nouvelle Renaissance, c'est l'appréhension d'un autre modèle économique, c'est-à-dire qu'il va falloir en finir avec ce dogme qui pense que la croissance est infinie dans un monde fini. 7 milliards d'habitants sur une petite planète, on ne peut pas avoir de la croissance de manière infinie. Les ressources. Aujourd'hui, notre modèle économique repose sur des ressources. L'obsolescence programmée, le jetable. Eh bien, juste un chiffre, parce que je pourrais en parler des heures, mais juste un chiffre. Si tout le monde consomme comme un Nord-Américain, il nous faut 6 planètes en termes de ressources fossiles. Et ça, assez rapidement, c'est d'ici 2050. Il faut trouver 6 planètes. Et quand vous savez que le modèle capitaliste ne peut se développer que s'il y a toujours des nouveaux consommateurs qui remplacent les classes moyennes déclinantes, c'est-à-dire européennes, et que les Chinois prennent le relais, puis les Africains, et après les Sud-Américains, comment on va faire? On est obligé de repenser notre rapport aux ressources et repenser le modèle économique, à tel point que même s'il reste encore des ressources, elles sont de plus en plus coûteuses et de plus en plus difficiles à extraire. Le pétrole en offshore, par exemple, 3000 mètres de profondeur sous l'eau, il faut aller chercher ce pétrole. Et pour aller chercher ce pétrole, il faut des tubes sans soudure, fabriqués par Vallourec notamment. Pour faire des tubes sans soudure en acier, il faut beaucoup d'énergie pour fondre, pour faire cet acier sans soudure. Donc il faut dépenser beaucoup d'énergie pour modifier la matière qui permettra d'aller chercher l'énergie restante. Et là, on rentre dans un cercle non vertueux, un cercle vicieux où la dépense énergétique nécessaire à aller chercher les quelques gouttes devient beaucoup trop coûteuse par rapport à ce qui reste. Donc on est condamné à changer de modèle dans les 20-30 prochaines années. Et bien sûr, il faut commencer aujourd'hui. Ce qui veut dire que le prêt à jeter, l'obsolescence, je suis entièrement d'accord avec Luc Ferry, mais l'obsolescence programmée reposant sur des ressources naturelles, ça coince. Le jetable, c'est fini. On ne peut plus faire... Alors Apple sur l'iPhone 6, très bien. Il y aura le 7, le 8, le 9, le 10. Mais dans 15 ans, que sera Apple ? Est-ce qu'ils pourront toujours faire des batteries qu'on ne peut pas changer soi-même, avec des téléphones totalement verrouillés et jetables tous les 6 mois? Vu la rareté des métaux précieux qui sont à l'intérieur de ces iPhones, ils ont intérêt à recycler très rapidement tous leurs téléphones s'ils veulent continuer à pouvoir en vendre. Et s'ils veulent en vendre plus, il faut qu'ils recyclent ceux des autres, ou qu'ils trouvent d'autres minerais. Et à quel prix? Est-ce qu'on le vendra toujours 500 $? C'est pas sûr, parce qu'on a ce problème, je reviens toujours à la démographie, d'une démographie humaine galopante qui, depuis un siècle, a totalement explosé. Je vous rappelle qu'il y avait grosso modo 1,2 milliard d'individus en 1914 sur cette planète, 2,5 milliards à peu près en 1945, 7 milliards aujourd'hui, et les plus optimistes parlent de 10 milliards. Donc ça va être très difficile de faire entrer tout ça dans la case. Nous sommes dans une vision de l'économie mondiale, là je parle de la vision occidentale de l'économie, qui est devenue totalement insoutenable. Il y a un philosophe allemand, Hans Jonas, écologiste, qui disait... avec beaucoup de beauté, je trouve ça très beau, la voie prise par l'humanité depuis 2 siècles, donc les premières révolutions industrielles, nous mène vers l'impasse tragique. Ce n'est pas soutenable, il faut repenser notre rapport aux ressources et donc repenser l'économie. Alors comment repenser l'économie? Eh bien il va falloir faire mieux avec moins. Et faire mieux avec moins, c'est extrêmement stimulant parce que là on est dans l'innovation. Penser autrement, comment avec le peu de matière qui reste, je vais faire mieux que ce que je faisais avant. En période de pénurie ou de rareté, uniquement de rareté, il faut que je fasse mieux. Et là, c'est extrêmement intéressant. Je vais vous montrer quelques exemples d'entreprises qui me passionnent, notamment celle-là, Carnot Computing. Parce que la recherche et développement, l'innovation, ce n'est pas forcément des milliards d'euros à mettre sur la table. C'est souvent une façon de penser qui ne coûte rien. Mais c'est quelque part, vous savez, on dit sortir du cadre, out of the box, comme disent les Américains. C'est juste faire un pas, reculer, se dire, mais finalement, si je le faisais autrement. Et Carnot Computing, c'est quoi? On est dans le big data, donc gestion de données, c'est de la puissance de calcul. C'est pas très sexy la puissance de calcul, c'est des grands ordinateurs qu'on met dans des hangars de 500 mètres carrés ou 1000 mètres carrés à Aubervilliers ou à Gennevilliers. Ça coûte une fortune en termes d'investissement, en termes de location de bureaux. Ça coûte énormément d'énergie parce qu'il faut refroidir tout ça avec de la climatisation. Et puis à l'arrivée, il faut être compétitif. On n'a pas le choix, parce que vous n'êtes pas les premiers. Et ce jeune polytechnicien qui a créé Carnot Computing, il a pensé le modèle à l'envers. Il s'est dit, les ordinateurs, moi je ne peux pas les mettre en région parisienne, sur 1000 mètres carrés, même à Lille, même à Quimper, même à Nantes, c'est pas possible, j'ai pas les moyens. Premier frein. Deuxième frein, quand on centralise tout ça, il y a un problème de tuyau à la sortie et le débit n'est pas bon. Il faudrait mieux éclater les ordinateurs un peu partout sur le territoire. Et son idée de génie, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'innovation frugale. Il a pensé autrement. L'ordinateur, il est dans le petit radiateur, en bas à gauche, enfin à droite pour vous.
En bas à droite, c'est le petit radiateur, c'est les ordinateurs de Carnot Computing. Il a mis de la puissance de calcul dans des sociétés HLM, il commence à Paris en ce moment. Pourquoi? Parce que ces ordinateurs, quand ils tournent la nuit, ça chauffe, ça crée de la chaleur pour des gens démunis. Et lui, en contrepartie, il a un parc installé qui ne lui coûte rien en termes de loyer. Il offre la chaleur gratuitement, mais à vous d'entretenir ce petit ordinateur, il ne faut pas y toucher. C'est énorme. Il fait d'une pierre trois coups. Impact écologique, la chaleur est utile. Impact économique, il est extrêmement concurrentiel parce qu'il a des prix défiant toute concurrence sur le coût de sa puissance de calcul. Et puis impact technologique, innovation, il est en avance sur tout le monde. Mais juste parce qu'il a pensé autrement. Autre exemple d'un bâtisseur qui pense autrement et qui réconcilie l'innovation, l'économie, l'écologie, si vous l'avez compris, même si vous n'êtes pas écolo, il y a quand même un problème environnemental en termes de ressources et en termes d'effets collatéraux générés par notre activité humaine. Eh bien, c'est Jimmy Fairley. Jimmy Fairley, pareil, c'est un fabricant, c'est un opticien. Et en fait, c'est deux jeunes qui en ont eu ras-le-bol d'acheter des paires des montures de lunettes avec les verres à 400-500 euros. Et on vous a tellement vendu cher, vos paires de lunettes, qu'on vous donne la deuxième gratuite. On dit, tenez, c'est cadeau, prenez-la. Vous avez suffisamment payé la première, donc la deuxième, on vous la donne. Et il s'est dit, ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc déjà, il a commencé à faire des prix plus attractifs, plus intéressants. Et puis la deuxième paire de lunettes, il ne vous la donne pas. Il vous dit, offrez-la à un gamin qui en a besoin à travers le monde. Et pour ceux qui voyagent, vous savez combien les enfants ont besoin de lunettes un peu partout dans le monde, notamment dans les pays les plus démunis. Eh bien, il fait de l'innovation sociétale et environnementale, et il est en avance économiquement sur les autres. Il y a une boutique ouverte à Bordeaux, il y en a une à Paris, et ça continue à se développer. Il crée de la valeur, mais c'est de la valeur qui est dans l'immatériel. Mais ça va créer des valeurs économiques. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Autre modèle innovant qui est complètement disruptif par rapport à l'existant dans le textile. Aujourd'hui, on est tous acheteurs de nos textiles. Je pense qu'il n'y a personne dans la salle qui fait de la location de sa veste, de sa chemise ou de sa cravate pour venir ce soir. Eh bien, c'est ce jeune néerlandais qui a créé Mud Jeans. Il a complètement inversé le modèle. Il s'est dit, mais faut lutter contre l'obsolescence programmée, donc il faut récupérer les textiles qui partent en déchetterie, en recyclage ou qui finissent sur les parkings du supermarché. Et comment on va faire? Eh bien, on va arrêter de vendre des jeans, on va les louer. Et on ne va pas aller contre la mode, parce que finalement, en louant ces jeans, les gens vont pouvoir les renouveler, les changer tous les 6 mois, tous les ans, tous les 3 mois. Ils vont changer de couleur, ils vont changer de forme. Mais nous, on leur reprend à chaque fois. En échange de quoi? D'un abonnement. 20 € de dépôt, et puis après, vous payez 5,95 € par mois. Et vous louez votre jean, et vous le changez quand vous en avez envie, vous le renvoyez. Et si vous voulez l'acquérir, vous pouvez l'acquérir. Et si vous en avez marre quand il est usé, vous le renvoyez à l'expéditeur, il va faire des jolies trousses, des sacs à main, des casquettes, des vestes, il va retailler le jean, et il y aura une deuxième vie. C'est extrêmement malin, et là, on est une fois encore dans de l'innovation frugale, de l'innovation qui ne coûte rien. Pas d'investissement, juste du jus de crâne. Autre innovation majeure qui est en train de changer la face du monde de la distribution, j'en parlais avec M. Muliez récemment chez Auchan, je lui disais, c'est ça votre concurrent demain. Il a été pionnier dans les années 60 en amenant l'hypermarché en Europe, qu'il avait vu naître aux États-Unis. Aujourd'hui, il n'est pas pionnier, il est derrière, parce que les pionniers, c'est eux, c'est la Louve qui a ouvert récemment dans le 19e arrondissement, un concept importé de Manhattan. Les clients deviennent la main-d'œuvre de l'hypermarché, du supermarché de quartier. Vous êtes adhérent, vous donnez 3 heures de votre temps par mois pour ranger les cajots, passer à la caisse, trier, faire le rangement. Du coup, vous avez 5 permanents, alors ça détruit de l'emploi, on est d'accord, mais seulement ça permet d'avoir des produits biologiques de bonne qualité à moins 30% et de nourrir des gens qui ne peuvent pas se les payer dans le 19e. Ils ont des produits de bonne qualité parce que tout le monde met la main à la pâte. Ils ont repensé le concept. Pas de frais de marketing, pas de frais de personnel, très peu, par contre, de la qualité sans intermédiaire. C'est extrêmement intéressant, comme ça bouscule les modèles établis depuis une cinquantaine d'années. Et sans aller aussi loin, dans les régions, on connaît les AMAP, on connaît le succès de la ruche qui dit oui. J'ai rencontré récemment le dirigeant de la ruche qui dit oui. Ça se développe très très bien. Ça permet aux producteurs de vendre leurs légumes en direct à des consommateurs. Il prend une marge de 5-6% grosso modo sur les transactions. Tout le monde est gagnant. Il a juste repensé le modèle. Il n'y a pas de négociation de prix, c'est le producteur qui fait son prix. Et le client prend ou ne prend pas. Alors que dans la grande distribution, on fait le prix et après on propose au client. On inverse complètement le modèle. On est une fois encore dans de l'innovation, mais d'innovation sobre, frugale, peu coûteuse. Et comme l'a dit Luc Ferré à juste titre, les réticences sont très fortes face à l'innovation. Et moi j'aime beaucoup cette phrase d'Edgar Morin qui nous dit que le principal frein dans nos sociétés modernes par rapport à tous les défis qu'on a relevés, crise économique, crise de sens, crise écologique, crise sociétale, crise militaire, enfin ça se multiplie ce bouquet de crises, eh bien le principal frein c'est notre façon de penser, c'est notre façon d'aborder les problèmes. Si on accepte de penser autrement et de sortir du cadre, on commence à innover, à pouvoir innover et à être dans le vrai. Et ce qui est intéressant par rapport à la Renaissance, c'est qu'on a eu le même processus à la Renaissance. Durant la Renaissance européenne, il y a quand même eu un événement majeur qui s'est produit, c'est la fin du géocentrisme. Il faut quand même se rappeler que depuis les Grecs, depuis Platon, Aristote, et puis Ptolémée après, tous ceux qui ont suivi derrière, ont confirmé le fait que la Terre était au centre de l'univers. Certains avaient compris qu'elle était ronde, pas tous, mais tous étaient d'accord sur un constat, c'est le géocentrisme. Nous étions au centre de l'univers et les astres retournaient autour de nous.
Et qu'est-ce qui se passe à la Renaissance? Pouf, tout ça vole en éclats. La vérité acquise depuis 2000 ans s'effondre. Et c'est pas facile, parce que quiconque remet les vérités acquises en cause a affaire à l'Inquisition. Et aujourd'hui, il y aura toujours une Inquisition. Elle n'a plus le même visage, mais il y a une Inquisition. N'allez surtout pas remettre en cause le système, n'allez surtout pas remettre en cause des idées acquises, des vérités qui sont fondatrices de notre modèle économique et de notre société occidentale. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et on se rend compte qu'il va donc falloir s'affranchir de certaines vérités acquises. Et il y en a une dont il va falloir s'affranchir, c'est que croissance, ce n'est pas égal forcément à destruction du vivant. D'où l'économie circulaire. Je vais venir après. On peut imaginer des modèles économiques sans détruire largement et massivement, sans piller ce qui appartient aussi à nos descendants et ce qui appartenait à nos ancêtres. Il va falloir s'affranchir de l'idée selon laquelle mettre du vivant, de l'environnement dans son modèle économique, ce n'est pas de la décroissance fortement. Ça, c'est des gros mots dans le milieu patronal. Quand on parle de décroissance, tout le monde se raidit sur sa chaise. Aujourd'hui, on est en décroissance en Europe, hein, avec un PIB négatif. C'est quoi? Si le PIB est un bon indice, ce que je ne crois pas du tout. Oui, c'est plus le bon indicateur. Et ça nous amène assez loin, ça va nous amener à une autre étape, et puis après je vais revenir à l'économie circulaire, qui est d'en finir avec ce que j'appelle l'esclavage environnemental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces photos-là nous paraissent indécentes. Il y a 2 siècles, à Nantes, où j'habite, c'était tout à fait normal. C'était le business. Quiconque n'investissait pas dans le bois d'ébène n'était pas un bon businessman. C'était le business. Et est-ce qu'on pouvait faire autrement? Mais non, on ne pouvait pas faire autrement, parce qu'on avait découvert un grand territoire qu'on appelle les Amériques. Il fallait de la main-d'œuvre pour exploiter ce territoire. Et comme à Valladolid, au XVIe siècle, on a décidé que les Amérindiens étaient des hommes et qu'ils ne pouvaient pas être exploités pour planter les champs de coton, produire le maïs, etc., on était cherché ailleurs. Et on s'est tourné vers l'Afrique, on s'est dit, ah non, mais eux, ce n'est pas des hommes, ce n'est pas possible. Et on a exploité les Africains pendant 2 à 3 siècles, et tout ça était normal à l'époque. Je n'ai pas dit que c'était tolérable et acceptable, mais c'était, dans le contexte économique de l'époque, normal. Et aujourd'hui, quand on regarde ça, avec 2-3 siècles de recul, on se dit, mais comment nos ancêtres ont pu faire ça, sans les juger? Mais comment ils ont pu faire ça? Eh bien, mon analyse est de dire que dans 20 ans, ça allait beaucoup plus vite qu'avant, dans 30 ans, nos enfants vont nous juger comme les maîtres esclavagistes du XXIe siècle en disant comment vous avez vu tout foutre en l'air pour la croissance. Vous n'avez pas pu trouver autre chose? Pourtant, il y avait des choses qui existaient. Il y avait des abolitionnistes qui faisaient l'apologie de l'économie circulaire, qui faisaient l'apologie de l'économie de la fonctionnalité, qui faisaient l'apologie d'une économie réconciliée avec le vivant et les hommes qui vivent dedans. Et vous ne les avez pas écoutés. C'est ça qui nous pend au nez. Et donc, il est extrêmement important de passer une étape qu'on va appeler spirituelle, philosophique, comme vous voulez, ça dépend de comment on envisage les choses, qui est de faire avec et non plus contre ou sans le vivant. Faire avec le vivant, ça ouvre des portes d'innovation phénoménales. J'ai pris l'exemple de Air Carbone. Air Carbone, c'est 2 jeunes qui se sont dit, il y a une matière première gratuite dont personne ne veut et qui empoisonne la vie de tout le monde, c'est les gaz à effet de serre. Et notamment le CO2. Il y en a partout dans l'atmosphère. Je vous rappelle que la concentration en CO2 n'a jamais été aussi élevée qu'en 2013 dans l'atmosphère mondiale. Et qui se sert, qui utilise cette matière première? Personne. Alors eux, ils ont fait des puits, des aspirateurs, c'est des tours qui aspirent le CO2. Ils isolent le CO2, ils mettent du polymère dedans, et ils en sortent un plastique. Alors pour l'instant, il n'est pas compétitif, on est d'accord, mais comme l'a dit Luc Ferry, les innovations au départ, il faut le temps de les amortir, il faut le temps de les lancer, et au début, il y a un peu de casse. Peut-être que dans 10 ou 15 ans, on fera du plastique à partir du CO2 présent dans l'atmosphère. Et croyez-moi que là, on se battra pour savoir à qui il appartient. Mais pour l'instant, c'est gratuit. Et ça veut dire que dans les modèles économiques soutenables qu'on peut envisager dans les 10, 20, 30 prochaines années, ceux qui feront que l'humanité sera peut-être à 7 milliards sur cette planète, en vivant non pas dans le conflit permanent, mais dans une certaine forme d'harmonie, il y aura toujours des conflits, mais peut-être quelques zones de paix, eh bien, il faut accepter de découpler l'activité économique de l'utilisation massive de ressources qui ne sont pas renouvelables, les ressources fossiles, et dont les effets collatéraux vont coûter extrêmement cher à l'humanité en fin de course. Quand il faut dépolluer les sols, dépolluer l'eau, et quand il faut soigner des maladies qui sont conséquentes d'une pollution prégnante, ça coûte extrêmement cher à la société. On n'a plus ce luxe, on n'a plus les moyens. Vous voyez, je ne fais pas l'apologie de l'écologie, c'est du bon sens économique. On n'a pas les moyens d'être dans le déni. Il faut retirer le bandeau, il faut se dire que c'est une opportunité. Et je vais vous donner quelques pistes, je ne vais pas trop les détailler, Jean Olivreau va sûrement revenir sur les territoires, ce qui se passe en Bretagne, mais juste pour rappeler, pour ceux qui ne sont pas au fait des connaissances en matière d'écologie industrielle, il y a plein de pistes possibles. L'écologie industrielle, ça recouvre par exemple ce qu'on appelle les symbioses. Les symbioses, c'est quoi? C'est 2 entreprises qui se mettent côte à côte, 3, 4, 5, 6, 7 entreprises, comme dans la nature. Pourquoi il y a des parasites qui vivent sur certains animaux? Parce que c'est l'intérêt de l'un de vivre sur l'autre. Ce n'est pas un rapport client-fournisseur, c'est un rapport d'intérêt. Et ce rapport d'intérêt, j'ai pris un exemple breton, parce que j'habite pas très loin du Morbihan, un peu plus loin d'ici, mais pas très loin non plus. Et j'ai rencontré l'année dernière Madame Josso et la dirigeante de Sylvadec. Et qu'est-ce qu'elles ont fait, ces 2 femmes? Elles se sont rencontrées à une réunion comme ce soir.
où on a mis en relation des chefs d'entreprise et on parlait d'écologie industrielle. Et elles se sont rendues compte qu'il y en a une qui faisait des palettes de bois à partir de farine de bois et dedans on met du polymère et ça fait un parquet qui résiste au soleil et à la pluie, vous voyez, un peu plastifié. Et il y en a une autre qui avait une scierie, donc qui dégage des copeaux de bois. Et ces copeaux de bois, c'est des déchets dont ça ne savait pas quoi faire, à les revendre à des Suisses, à des Suédois pour qu'ils fassent brûler ça dans leur chaudière. Et Sylvadec, qui avait besoin de farine de bois, faisait venir de la farine de bois du Jura, de Belgique, voire de plus loin. Vous voyez tout de suite le coût économique de faire venir des camions chargés de farine de bois d'un côté et le coût économique d'envoyer des camions de l'autre côté, sans parler des portiques qui pouvaient taxer ces camions. Ça, c'est une autre histoire. Et en se rencontrant, elles se sont regardées, elles se sont dit, mais on est à 30 km l'une de l'autre, pourquoi on ne travaillerait pas ensemble? Tes copeaux, tu pourrais peut-être en faire de la farine et moi, je vais racheter ta farine. Et elles ont créé une entreprise commune. Elles ont créé 2 emplois sur le territoire. Ce n'est pas le Pérou, mais c'est déjà ça. Et surtout, elles ont fait des économies financières, intérêt économique, intérêt écologique, moins de camions sur les routes, moins de taxes. Et puis, intérêt sociétal, 2 emplois de créer, c'est déjà pas mal, c'est un début. Ça, c'est un exemple que tout le monde peut développer sur tous les territoires. Il suffit de mettre en relation toute entreprise qui génère des déchets et d'essayer de trouver quelqu'un qui est preneur de ces déchets. Les déchets de l'un deviennent la matière première de l'autre. Il faut essayer de croiser les données, c'est quelque part du big data. Il faut essayer de le faire. Il faut essayer de trouver des solutions. Autre piste extrêmement intéressante, qui est pour moi la plus prometteuse dans la vision circulaire, c'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Le biomimétisme, ça consiste en quoi? Alors pourquoi je vous parle du biomimétisme? Je vous ai parlé avant de réconciliation avec le vivant, avec la nature. Parce que si on n'accepte pas de dire qu'il faut protéger ce qui reste, on ne peut pas s'intéresser au biomimétisme. C'est pour ça que la mutation philosophique est concomitante avec la mutation économique. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et le biomimétisme, c'est de se dire, au lieu de piétiner ce que j'ai sous les pieds, regardons ce qui se passe. Et essayons de copier le vivant pour en tirer des innovations technologiques majeures. Très grossièrement, je vais aller vite, si on n'avait pas copié le chardon, on n'aurait pas inventé le velcro. Dans l'automobile, si on n'avait pas copié les poissons coffres, on n'aurait pas inventé l'espace. Si on n'avait pas copié le bec du canard au Japon, on n'aurait pas fait le train rapide, etc., etc. C'était les premières bases du biomimétisme. Mais ça n'allait pas assez loin, parce qu'on copiait la forme, on ne copiait pas la matière. Aujourd'hui, des gens vont plus loin. Samsung, par exemple, a développé des lampes basse consommation, ce qu'on appelle des LED. Et ces lampes à LED, vous les connaissez. Mais aujourd'hui, ils sortent des OLED. OLED, c'est organique LED. Des lampes à basse consommation, à base de cellules végétales. Comment? On copie la luciole. Et vous avez même des chercheurs, je crois que c'est à Brest, le centre de recherche sur les fonds marins, qui récemment a travaillé sur des algues qui sont fluorescentes et qui permettent de faire la lumière à 3000 mètres de profondeur. Pourquoi on ne les ressortirait pas dans une ampoule? Impact écologique nul, impact économique très intéressant, un nouveau marché, ça ne coûte pas grand-chose. Et puis, en termes d'innovation, on a un temps d'avance. On est gagnant, on s'affranchit des ressources naturelles. Le biomimétisme, c'est regarder le vivant au microscope. Et regarder le vivant au microscope, ça donne ça, par exemple. Ça, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Cette photo, c'est de la peau de requin au microscope. Alors, premier constat, la peau de requin au microscope, ce sont des dents. Ça en dit long sur le passé prédateur de cet animal. Mais ce qui est intéressant, c'est toutes les petites nervures, les petites ciselures de sa peau. Ça lui permet de créer un film de bulles d'air, très très fines, microscopiques, lesquels forment un film lisse autour de la peau et permettent aux requins de nager très très vite. D'où les combinaisons en peau de requin pour les nageurs. Eh bien, aujourd'hui, ça intéresse l'aéronautique. Les avions iraient plus vite avec une matière comme celle-là. Ça peut intéresser le nautisme. Là, je pense à Kéros, à Sophie et Roland. Ça peut intéresser le bâtiment. Des bâtiments avec des micro-nervures invisibles à l'œil nu. L'eau ruisselle dessus, parce que l'avantage aussi de ces nervures, c'est que le requin n'a jamais de parasites sur la peau, jamais de mycose. Tout est nettoyé naturellement. L'eau circule, c'est cool. On aurait plus besoin de nettoyer les bâtiments, plus besoin de nettoyer les carcasses d'avions, plus besoin de nettoyer les voitures. Impact écologique, économique et sociétal des nouvelles créations d'emplois. Donc c'est ça le biomimétisme. Et troisième et dernière façon de penser les choses, c'est que tout ça, on va le remettre dans une vision circulaire, parce que le circulaire, c'est un tas d'innovations, économie de la fonctionnalité, symbiose dont j'ai parlé, biomimétisme, mais qui rompt complètement avec la vision linéaire de l'économie qui est née, surtout, qui a pris son expansion avec la première révolution industrielle, du tas au trou, enfin du trou au tas, je ponctionne, je transforme, je consomme, je jette. Ça, c'est l'économie du 18e, 19e, 20e siècle. Aujourd'hui, on a vu que les ressources vont nous manquer. À 7 milliards d'habitants, ce n'est plus possible d'envisager cette obsolescence programmée matérielle. C'est, comme l'a dit Luc Ferry, l'obsolescence des idées, oui, mais pas l'obsolescence de la matière. Ça, c'est pas possible. Et donc, il faut passer à cette vision circulaire. On va se dire, chaque produit doit être pensé pour revenir dans le cycle de production sous une forme quelconque. On n'en est pas encore là. L'industrie automobile, oui, ils avancent. Parce que je crois qu'une voiture est recyclée à 90 ou 89%. Et l'objectif, c'est d'aller à 95, voire 100%. Mais il faut concevoir le produit pour le démonter. Quels sont les produits dans cette salle qui sont démontables, réutilisables demain matin? Il n'y en a pas beaucoup. La plupart vont partir en enfouissement, voire vont être brûlés, mais on ne les a pas prévus
pour être recyclés, réutilisés. Ce qu'on appelle l'upcycling, il faut que ça serve à quelque chose. Et c'est ça la vision circulaire que nous devons tous développer. Et ne me dites pas que ce n'est pas possible, parce que vous allez me dire, oui, mais il y a que les petites entreprises qui peuvent, elles sont agiles, elles sont rapides, les grosses ne peuvent pas. Il y a une entreprise mondiale qui s'appelle Umicore en Belgique. Umicore, c'était un des leaders internationaux du mining, donc de l'exploitation des ressources minières en Afrique, en Australie et ailleurs. Et il y a un nouveau dirigeant qui est arrivé il y a quelques années, il a dit, 1, c'est fini, il n'y a plus de ressources à long terme, on est confronté à la pénurie, donc on va mourir. 2, l'impact environnemental du mining, c'est catastrophique, c'est du mercure, de l'arsenic dans les sols. 3, l'impact social, on connaît les conséquences. Les gens qui travaillent dans des mines à ciel ouvert, c'est quand même assez catastrophique comme condition de travail. Eh bien, il a dit à ses cadres, vous avez 10 ans pour transformer l'entreprise, on abandonne le mining, on fait l'urban mining. On va recycler tous les matériaux dans toutes les villes. Les mines qui étaient sous nos pieds pendant 2 siècles, elles sont autour de nous maintenant. Eh bien voilà nos nouvelles mines, à vous de jouer. Et aujourd'hui, Umicore devient un des leaders mondiaux de production de matériaux précieux, issus du recyclage de tout ce qui nous entoure. Ils ont complètement changé de business model. Donc c'est extrêmement important de penser autrement. Et je terminerai juste sur cet aspect philosophique extrêmement important, c'est qu'il n'y aura pas de monde avec une économie circulaire qui se mondialisera, qui se généralisera, qui permettra une innovation massive de notre façon de consommer, de notre façon de nous déplacer, nous habiller et de vivre, si on ne fait pas cette grande mutation qui est d'abolir la pollution. Parce que je vous rappelle que si on a aboli l'esclavage, c'est parce qu'on a inventé la machine à vapeur, et c'est parce qu'on a aboli l'esclavage qu'on a inventé la machine à vapeur, et parce qu'on a inventé la machine à vapeur, pardon, qu'on a aussi aboli l'esclavage. C'est la complexité des deux, c'est qu'on a pu s'affranchir de l'esclavage par la machine, la mécanisation, comme l'abolition de l'esclavage nous a poussé à investir dans la mécanisation. Eh bien, on est au même rendez-vous historique, en acceptant de regarder ce qui nous entoure avec bienveillance et en se disant il y a une mine d'or, une mine d'idées, d'innovation sous nos pieds, on va inventer des nouvelles machines, entre guillemets, et on ouvrira une nouvelle révolution industrielle. Voilà, je vous remercie, je m'arrête là et je laisse la parole à Jean Livreau. Merci.